Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est à la fois essentiel et, il faut le dire, particulièrement sensible. La sécurité de nos tout-petits dans les structures d'accueil. Pour faire ça, on va s'appuyer sur un rapport assez percutant de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud qui met en lumière une réalité, disons-le, carrément troublante. Alors voilà comment on va aborder tout ça. D'abord, on va poser le décor, comprendre l'ampleur du problème, ce fameux angle mort critique. Ensuite, on verra comment la vulnérabilité se construit couche par couche. Puis, on essaiera de comprendre pourquoi un véritable mur de silence entoure si souvent ces situations. On se penchera aussi sur le profil des agresseurs. Et enfin, on verra quelles leçons on peut tirer pour essayer de corriger les failles du système. On commence donc avec notre première partie, cet angle mort critique. Et pour vraiment saisir l'enjeu, il faut d'abord prendre la mesure de l'importance de ce secteur. 1,4 million. Ce chiffre, il est juste énorme. Imaginez, plus d'1 million d'enfants, et ça, c'est rien qu'en Australie. Ça veut dire autant de familles qui, chaque jour, confient ce qu'elles ont de plus cher à ces services. L'enjeu est donc absolument immense. Et c'est justement là que le bas blesse. D'un côté, ces services sont essentiels, on ne peut pas s'en passer, mais de l'autre, ce que le rapport de l'UNSW pointe du doigt, ce sont de vraies failles dans le système. Le personnel qui change tout le temps, une surveillance qui peut être très inégale d'un endroit à l'autre, des procédures de signalement pas toujours claires, tout ça, ça crée un environnement fragile, presque un terrain de jeu pour ceux qui ont de mauvaises intentions. Et ça nous amène directement à notre deuxième point, les différentes couches de vulnérabilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le risque, ce n'est jamais une seule chose. C'est plutôt une accumulation, une superposition de facteurs à plusieurs niveaux. La question qu'on se pose alors, elle a l'air simple. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant devient vulnérable dans ce type de lieu ? Mais on va voir que la réponse, elle, est beaucoup plus complexe. Ce schéma, il est parfait pour comprendre cette complexité. C'est ce qu'on appelle le modèle écologique. En gros, il montre que les facteurs de risque ne sont pas des éléments isolés. Non, ils s'emboîtent les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes, en partant de l'enfant lui-même jusqu'à la société tout entière. Alors si on décompose un peu, au niveau de l'individu, la simple dépendance d'un enfant ou un handicap peut le rendre plus vulnérable. C'est logique. Dans la sphère familiale, un manque d'éducation ou de dialogue sur ces sujets, ça joue aussi. Ensuite, à l'échelle de l'établissement, des règles de surveillance un peu laxistes, c'est une porte ouverte. Et enfin, au niveau de la société, les grands tabous, une certaine culture du secret, tout ça crée un climat qui finalement protège les agresseurs. Et tout ça, ça nous conduit tout droit à la troisième partie, ce fameux mur de silence. Parce que la question qui vient tout de suite après, c'est si tous ces risques existent, comment ça se fait que les abus restent si souvent invisibles ? La question est très directe. Si ça arrive, pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler ? Pourquoi ça n'est pas signalé ? Et là encore, il n'y a pas une seule réponse, mais une multitude de raisons qui s'additionnent. On retrouve notre modèle écologique, mais cette fois-ci, il nous montre tous les obstacles qui empêchent la parole de se libérer. Chaque cercle, chaque niveau, c'est une brique de plus qui vient construire ce mur de silence dont on parle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'enfant, ça peut être la honte, la peur, ou tout simplement l'incapacité à trouver les mots pour dire ce qui s'est passé. Au niveau des relations, il y a la manipulation de l'agresseur, ce qu'on appelle le grooming. Dans l'institution, ça peut être le personnel qui n'est pas assez formé ou qui a peur de perdre son travail s'il parle. Et pour finir, au niveau de la société, il y a cette tendance terrible à ne pas toujours prendre la parole des enfants au sérieux, ce qui finit de verrouiller la situation. Quatrième partie, et là, attention, on change complètement d'angle. On a parlé de la victime, du système. Maintenant, on va s'intéresser au profil de l'agresseur, tel que le rapport nous le décrit. Et là, le rapport avance un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos. Tenez-vous bien. Selon une vaste enquête nationale, 1 homme sur 9 qui travaille avec des enfants en Australie correspondrait aux critères définissant un agresseur sexuel. 1 sur 9. Et pour bien comprendre ce que ça implique, ça veut dire que le risque est plus de 3 fois supérieur à celui qu'on trouve chez les hommes qui ne travaillent pas au contact des enfants. C'est une surreprésentation absolument massive et c'est extrêmement inquiétant. Mais le rapport ne s'arrête pas là. Il a identifié des comportements, des marqueurs de risque très précis. Par exemple, ces individus sont 23 fois plus susceptibles d'utiliser des messageries cryptées, ou encore 18 fois plus susceptibles d'avoir des amis qui consultent des contenus pédocriminels. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des données, des faits, qui dressent un portrait robot d'une clarté glaçante. Et le point qui est peut-être le plus troublant dans tout ça, c'est que ce profil-là, il explose tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir en tête. On n'est pas face à un marginal, un loup solitaire. Bien au contraire. Le rapport décrit souvent un homme plus âgé, en couple, père de famille, avec une bonne situation. Bref, le danger se cache derrière une façade de normalité et de respectabilité. Tout ça nous amène à notre dernière partie,
comment on fait pour réparer ces failles? Pour essayer de répondre, le rapport a analysé des cas réels, des drames, pour voir ce qu'on pouvait en apprendre. Et quand on analyse ces cas, on voit des schémas qui reviennent encore et encore. C'est tragique. Des alertes qui ont été ignorées, même quand il y avait des plaintes. Des agresseurs qui profitent des angles morts du système, les postes de stagiaires, d'intérimaires, qui sont moins surveillés. Et puis, une culture d'entreprise parfois toxique, où la loyauté entre collègues passe avant la sécurité des enfants. Le constat est clair, ce ne sont pas des accidents de parcours, ce sont bien des problèmes systémiques. Au final, tout le problème se résume à ce grand écart. D'un côté, nos systèmes sont obligés de reposer sur la confiance envers les professionnels, on ne peut pas faire autrement, mais de l'autre, c'est précisément cette confiance que les agresseurs utilisent comme une arme, en profitant de contrôles qui sont trop faibles. Le vrai défi, c'est de trouver le juste équilibre entre cette confiance nécessaire et une vigilance absolue. Le rapport termine sur cette phrase très forte, qui est un véritable appel à l'action. Il dit que la prévention et la protection doivent affronter les défis posés par cette cohorte d'agresseurs. Et c'est un point clé, il ne s'agit pas du tout de jeter le doute sur toute une profession, bien au contraire, il s'agit de reconnaître avec lucidité qu'une menace existe, qu'elle est ciblée et qu'il faut y faire face. Cette analyse nous laisse avec une question finale, une question à la fois essentielle et profondément dérangeante. Comment fait-on pour protéger nos enfants quand le risque ne vient pas d'un monstre caché dans l'ombre, mais se dissimule au grand jour, au cœur même des lieux censés être les plus sûrs, souvent sous l'apparence de la plus parfaite normalité? C'est ça le défi immense auquel on doit tous faire face.